la langue, en l'occurrence le français, permet de s'exprimer d'une façon à nulle autre pareille. C'est-à-dire, en poussant loin, mais il était tout à fait d'accord, sa pensée, on ne s'exprime pas en français comme dans les autres langues. Et il y avait chez lui une identité d'approche entre le contenu de la langue et le véhicule qu'elle constituait. Et donc, pour lui, comme pour nous, la francophonie, elle n'est pas seulement porteuse de principes qui s'appellent les droits de l'homme, la démocratie, la diversité culturelle, mais elle est EST, ces principes. On oublie parfois, et Mme Belguigui nous le rappelle, que la francophonie est aussi un atout économique, que ce soit en France, en Tunisie, au Québec, aux Comores, au Cambodge, au Mali, au Maroc, à Madagascar, partout. La francophonie est une chance en termes de croissance, de commerce, d'emploi. L'espace francophone, si on regarde les chiffres, représente 15% de la richesse mondiale, 12% du commerce international, et il y a une étude récente réalisée par des experts. Je me méfie parfois des experts, vous connaissez cette magnifique formule de Valérie. Qu'est-ce que c'est qu'un expert? C'est quelqu'un qui se trompe selon les règles. Donc, il faut parfois faire attention, y compris dans ma propre maison. Mais il y a des experts qui disent des choses justes. Et une étude récente menée par ces experts a montré que l'appartenance à l'espace francophone représente un supplément, si on peut dire, de croissance par tête de 6% en moyenne. Et donc, le français est un atout de ce point de vue-là aussi économique pour les secteurs, pour les affaires, pour l'emploi et pour la carrière des jeunes. Et puis, c'est l'occasion de le dire dans cette maison, l'espace francophone est aussi un espace de lien privilégié dans le domaine scientifique. Il y a, par exemple, une communauté mathématique francophone, que ce soit la francophonie de France, la francophonie d'Afrique, la francophonie du Vietnam. Il y a des partenariats dans le domaine de la médecine, de la pharmacie, de la physique entre les universités francophones du monde entier. Et j'ai une pensée en particulier pour ce qu'avait initié notre ami Georges Charpak autour de la main à la pâte. Et je veux remercier à cette occasion l'Agence universitaire de la francophonie pour le travail qu'elle a accompli, en particulier en faveur de la structuration des réseaux. Je voudrais, c'est peut-être le seul côté un peu provoquant de mon propos, mais peut-être plus juste, dire la chose suivante. La francophonie est dynamique en termes de population, de démographie. Quand on regarde les chiffres, on nous dit qu'aujourd'hui le nombre de locuteurs francophones est de 220 millions, très bien. On envisage le chiffre de 400 millions en 2025 et de plus de 700 millions en 2050. C'est-à-dire, pour les plus mathématiciens d'entre nous, alors que la population mondiale augmentera dans cette période de 50%, si on peut dire, en ce qui concerne la francophonie, ce sera 4 ou 100%. Bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que si l'Afrique se développe, et le fera à coup sûr comme prévu, la francophonie se développera même pas. Il existe une course de vitesse entre la croissance démographique et la croissance éducative. Et notre tâche et notre choix, c'est de faire en sorte que la croissance éducative gagne cette course. Et c'est ça, je pense, l'idée fondamentale que je formule à ma façon des 100 000 professeurs. Il faut nous mobiliser pour enseigner, pour diffuser, pour soutenir le français. C'est l'objectif fondamental de l'OEF, c'est ce que nous avons partagé ici dans cette salle. C'est aussi une priorité de mon action à la tête de notre diplomatie. Il faut veiller à ce que le français soit une des langues du cyberespace. Il y a énormément à faire.
pour donner aux Français davantage de visibilité sur la toile. Et, disons les choses telles qu'elles sont, dans le monde virtuel, qui détermine souvent par l'espèce de séquence inversée le monde réel, la place du français n'est pas à la hauteur de sa place dans le monde réel. Et si nous voulons arriver à gagner cette course de vitesse, nous devons créer davantage de contenu numérique, notamment dans les domaines de la connaissance, de l'information, de l'enseignement scolaire et universitaire, de la culture et du divertissement, du commerce et de la médecine. Ce doit être une priorité pour toutes nos institutions francophones, culturelles et éducatives. Récemment, collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a lancé la première plateforme française de cours en ligne qui s'appelle France Université Numérique, et j'imagine que c'est un clin d'œil, que ça s'appelle FUN, à laquelle le ministère des Affaires étrangères apporte son soutien. L'enjeu des cours en ligne ouverts et massifs, alors l'acronyme qui n'est pas vraiment plus euphonique en français qu'en anglais. En anglais, c'est MOOCs et en français, c'est CLOMS. Bon, bravo, CLOMS. Et fondamental pour l'avenir de la francophonie. Nous devons aussi mieux utiliser le numérique pour enseigner et diffuser le français, qui représente la deuxième langue la plus apprise après l'anglais. Dans de nombreux pays, le succès de l'éducation pour tous, deuxième objectif du millénaire pour le développement, s'est parfois réalisé au détriment de la maîtrise du français, compte tenu d'un certain nombre de manques d'enseignants ou de manque de qualification des enseignants. Et donc, les outils numériques qu'on va vous présenter ce matin doivent contribuer à répondre à ce défi, à cette course de vitesse, défi auquel nous travaillons ensemble à travers beaucoup de choses, des projets développés par TV5 Monde, France 24, RFI, dans le cadre du partenariat étroit qui unit la France et les francophones, l'OIF et l'Agence universitaire de la francophonie. Le projet, donc, qui est lancé, 100 000 professeurs pour l'Afrique, s'inscrit dans cette volonté d'utiliser toutes les possibilités du numérique pour consolider l'enseignement du et en français sur le continent africain. De nous permettre, c'est pour ça qu'il est lancé, de répondre aux défis de la massification des effectifs scolaires et universitaires, en mettant à disposition des enseignants suffisamment nombreux et disposant d'une formation linguistique et pédagogique adaptée. Il est le fruit de partenariats multiples, de la mobilisation de tous les opérateurs francophones, et permettez-moi de remercier en tout premier lieu le président d'Arcos et l'équipe de l'Institut français en charge de la mise en œuvre de ce projet 100 000 professeurs. Ça devra enclencher une dynamique en matière de formation, y compris professionnelle, de développement numérique. Et donc, c'est toute la jeunesse africaine francophone qui devra en bénéficier à terme, dans un premier temps, et après tout, si les choses sont réussies, ce que nous souhaitons tous, pourquoi ne pas réfléchir, il faudra des adaptations, à une autre opération pour le continent, puisque la francophonie, évidemment, ne se limite pas à l'Afrique. J'ai dit en commençant que la francophonie était liée au partage. C'est à la fois la condition de son développement et un grand succès. Nous sommes tous copropriétaires du français, et il y a, comme l'a indiqué M. Dupuis, le salon du livre qui ouvre, je ne sais pas si ce soir ou demain, et les invités d'honneur sont l'Argentine, avec une littérature et Shanghai, et c'est l'occasion, et la coïncidence est bien utile, de souligner à quel point francophonie, libre, numérique, tout cela va ensemble. Je terminerai, puisque c'est ce qu'on nous apprend dans nos écoles, par une citation, mais elle est jolie, d'un grand écrivain ivoirien, Amadou Kourouma, qui, parlant du français et de la nécessité que le français soit en permanence enrichi par des apports qu'il ne faut pas dire extérieurs, de l'ensemble de la francophonie, dit ceci: quand on a des habits, on s'essaye toujours à les coudre pour qu'ils moulent bien. C'est ce que vont faire et que font déjà les Africains avec le français. Et je trouve que c'est une jolie formule. Le français est une chance que nous devons aider les jeunes à saisir. Il faut, je dis ça en passant, même si on possède d'autres langues, l'anglais, l'espagnol, etc., que les autorités de la République
un ministre français, je prends ça par exemple, se met à parler anglais. D'ailleurs, en général, un mauvais anglais. Donc, montrons sans arrogance l'exemple. On peut être moderne et même futuriste en parlant français, en l'apprenant et en le professant. C'est le sens de l'opération 100 000 professeurs pour l'Afrique, auquel, vous l'avez compris, je souhaite un très grand succès. Vous avez bien fait de resituer les enjeux dans cette course dont vous parlez, cette course entre le développement démographique et le développement éducatif. On est dans une course. Et j'ai beaucoup aimé votre citation de Amadou Kourouma, ce géant qui se ressourçait dans quelque chose d'extraordinaire et qu'on va pas faire ainsi. Amadou Kourouma était un de ces flamboyants, un de ces hommes qui nous ont tous beaucoup inspirés. Alors vous avez rappelé et posé les enjeux politiques, montré le soutien qu'avaient ces opérations. Il fallait un opérateur, et vous en avez parlé, c'est M. Xavier Darcos, président de l'Institut français. Monsieur l'opérateur. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la ministre déléguée à la francophonie, Mesdames et Messieurs. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, c'est en Afrique que se joue et se jouera l'avenir du français. Alors, ce constat se fonde évidemment sur la démographie que j'attends à rappeler. On dit que dans une cinquantaine d'années, il y aura 1,5 milliard d'habitants en Afrique. Mais la démographie n'est pas en soi une puissance, et ça peut même être un danger si une volonté politique ne l'accompagne pas. Et il ne faut pas mésestimer non plus deux facteurs qui pèsent lourdement sur le destin du français en Afrique. Le premier facteur, c'est que la population enseignante est une population vieillissante et que la relève n'est pas totalement assurée. Et le deuxième facteur qui pèse, c'est que la maîtrise de la langue est assez variable. Pour nous qui voyageons beaucoup, notamment en Afrique, nous avons souvent l'occasion de le constater. Donc c'est une situation contrastée, c'est une situation qui est pleine de défis, mais aussi qui est proche de promesses. Et nous lançons aujourd'hui, à la demande de notre tutelle, vous-même, un vaste plan d'accompagnement pour développer l'enseignement du français. Ce programme, d'ailleurs, s'inscrit dans la continuité du programme précédent qui avait été mis en œuvre par votre département, Monsieur le ministre, mais on peut dire que celui-ci met en acte 3 tournants importants. Le premier, bien sûr, le tournant numérique, qui a été évoqué par vous deux, Monsieur et Madame le ministre. C'est une évidence, certes il faut le répéter, mais il faut aussi lui donner une réalité. Nous assistons partout à une révolution des pratiques d'enseignement à travers ces mots que vous avez vous-même évoqués, ces acronymes un peu pénibles sont MOOC et clonent tout simplement des cours en ligne ouverts et massifs. Et il faut que nos collègues africains deviennent eux-mêmes des usagers de ces formations à distance, mais également des producteurs de savoir. Tel est le sens du programme Afripédia, qui vise à donner aux contributeurs africains la possibilité de s'approprier les technologies, la philosophie aussi, de la collaboration. Car c'est une nouvelle culture pédagogique qu'il faut acquérir. La culture, d'ailleurs, elle n'est pas présente sur les réseaux. Elle est elle-même en danger. Et nous faisons le pari que l'Afrique effectuera ce saut technologique malgré des problèmes liés aux infrastructures. Et nous en verrons des exemples tout à l'heure. Le deuxième tournant, après le tournant numérique, c'est le tournant sociétal, pour utiliser un adjectif souvent pratiqué. Le monde d'aujourd'hui, celui du 2.0, est un monde qui efface les hiérarchies et qui implique des collaborations, des relations de pair à pair, des relations maître-élève se substituent petit à petit à d'autres formes d'apprentissage par les pairs ou à un auto-apprentissage tutoré. Ce sont de nouvelles données sociétales que nous avons évidemment aussi intégrées pour concevoir des outils qui sont dans la substance même de 100 000 professeurs pour l'Afrique. Le troisième tournant, c'est le tournant méthodologique. Les
le français tel qu'on l'enseigne aujourd'hui ne peut plus être seulement celui du tableau noir et de la grammaire si chère à Senghor, mais il doit être connecté à l'environnement économique. Le titulaire d'un diplôme de français doit s'insérer dans un bassin d'emploi, d'où la production d'outils spécifiquement dédiés aux Français professionnels et qui seront présentés tout à l'heure. La contrainte économique qui s'impose en Afrique plus qu'ailleurs, à cause et grâce à son développement en termes de croissance. Cette contrainte économique doit faire l'objet d'une attention particulière pour proposer un français utile, un français langue de l'emploi. Voilà les trois tournants. Alors 100 000 professeurs pour l'Afrique, c'est l'occasion pour l'Institut français de mieux dessiner son propre positionnement d'opérateur du ministère et de créateur d'outils. Mettre à la disposition du réseau culturel et de l'ensemble de ses partenaires des dispositifs d'enseignement qui répondent à leurs besoins, telle est notre ambition. La mondialisation a supprimé partiellement les géographies nationales et elle a ouvert tout grand l'espace des langues. C'est particulièrement vrai dans le domaine culturel où les industries créatives pensent maintenant leur stratégie en termes d'espace linguistique. Nous avons même changé d'échelle en même temps que nous avons changé de monde. Pour tirer les conclusions qu'imposent ces nouvelles perspectives, aux côtés du ministère des Affaires étrangères, l'Institut français n'a pas effectué une course en solitaire. Il s'est entouré dès le lancement des meilleurs partenaires, ceux qui sont rassemblés ici même. Des opérateurs multilatéraux comme l'Agence universitaire de la francophonie, avec lesquels nous sommes engagés dans un partenariat institutionnel sur la moitié des programmes. TV5 Monde, avec qui nous avons travaillé sur la production de ressources, mais également la CCI Région Paris-Île-de-France, qui est partenaire des deux projets structurants, dont l'expertise en français professionnel est plus à démontrer, sans oublier évidemment l'AFD et l'OIF, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, qui sont membres du comité de pilotage du programme et avec qui les synergies sont évidentes. Je ne voudrais pas conclure sans remercier Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et Yann Ligui, ministre en charge de la francophonie, pour la confiance qu'ils ont témoignée à l'Institut français en lui confiant la mise en œuvre de ce programme. Vous savez que nous avons construit depuis près de 3 ans ensemble une capacité à mobiliser au service de grandes causes telles que celles que nous voyons aujourd'hui, mais nous sommes particulièrement heureux de pouvoir nous engager dans un domaine qui nous est cher, celui de la langue, à nous francophones, que nous considérons comme un bien public mondial. Je vous remercie de votre attention. Alors, enfin, plus vous allez être satisfait, nous allons passer au temps des experts, ceux qui vont se tromper dans les règles. C'est bien que nous allons passer à la partie débat. Je sais que vous avez chacun des obligations avant de vous y souscrivez sans autre protocole. Donc je vais appeler sur l'estrade les gens qui ont participé au débat qui va faire le cœur de cette matinée. Alors, si... Voilà, nous sommes au Palais de la Découverte à Paris, dans cette salle qui est derrière moi. La ministre Yamina Benguigui, ministre de la francophonie, ainsi que Monsieur Laurent Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères, viennent de s'exprimer par rapport à cette journée de la francophonie. Alors, ce qu'on peut retenir par rapport à cette journée d'aujourd'hui, c'est ce projet qui est intéressant de 100 000 professeurs pour l'Afrique, 100 000 professeurs locuteurs de la langue française, 100 000 professeurs qui apprennent aux enfants africains la langue française. Et ça, c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant parce que l'Afrique, d'après les statistiques qui nous sont données, c'est que en 2050, l'Afrique francophone sera la plus importante à travers le monde. Mais il y a un aspect que les spécialistes, les experts sont en train d'analyser tout à l'heure, c'est l'aspect économique de la francophonie. Parce que le fait que l'Afrique francophone soit en tête du peloton ne veut pas dire que le développement va de soi. Or, le développement
va avec la connaissance. Le développement va avec la maîtrise des outils technologiques. Hier, Senghor, Léopold Sédar Senghor, dans ses conseils avec ses ministres, avait toujours un tableau noir derrière pour expliquer l'étymologie des mots à ses ministres. Aujourd'hui, avec les tablettes, avec l'ordinateur, on peut véritablement expliquer ce qui se passe avec une rapidité croissante. Donc, il faut que l'Afrique s'adapte. Il faut que l'Afrique sache que l'effet d'avoir un nombre important d'élocuteurs de la langue française, c'est une chance, mais la chance, il faut savoir la transcender, il faut savoir la travailler, il faut savoir la capitaliser. Or, pour arriver à cela, il faudrait une volonté politique. Y a-t-il une volonté politique aujourd'hui par rapport aux dirigeants africains sur la langue française ou pour la francophonie? Ça, c'est une bonne question qu'il faudrait analyser. Alors, Roger Bongos, viens un peu, parce que tu es avec moi ici, à la Maison de la Découverte. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué par rapport à cette cérémonie d'ouverture? Cette cérémonie d'ouverture m'a fortement impressionné par rapport aux dispositifs qui seront mis en place pour, en fait, quadriller cette grande Afrique francophone. En 2050, l'Afrique francophone comptera aux alentours de 850 millions d'individus. Alors, 850 millions d'individus, forcément, il y a un élan derrière cette dynamique de la langue française qui, c'est que le ministre d'État vient de l'expliquer, n'est pas une caution même quand on a un nombre important, mais simplement il faut qu'il y ait une certaine dynamique derrière. Alors, à travers cette dynamique, on voit les deux rapports sortis, et un rapport par Hubert Védrine qui explique comment l'Afrique la France devait travailler avec l'Afrique francophone aussi, et le rapport Bockel qui explique aussi la même chose. Donc, il y a une synergie entre la francophonie et l'Afrique francophone. Voilà, je pense que c'est une bonne initiative. La France était du reste. La France était en train de reprendre la locomotive chinoise pour rattraper la Chine et dévancer la Chine. Voilà ce que nous avons remarqué ici comme impulsion de la France, de la diplomatie française par rapport à l'Afrique. Oui, mais Roger, le fait que les autorités françaises comprennent et prennent en compte le fait que la francophonie est quand même une chance pour l'Afrique, mais aussi pour la France. Est-ce que on peut dire aussi, parler quand même des problèmes dont connaissent certains intellectuels africains, les problèmes des visas, les problèmes pour venir en France, etc., etc. Est-ce que cela va découler de soi? Oui, certainement. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, il y a ces rapports Védrine et les rapports Bockel qui expliquent sur le 16 propositions de rapport Védrine et les quatre propositions de rapport Bockel. C'est sur la facilité, une mise en place de visas, d'allègement en fait de cette situation qui est complètement bloquée, ce qu'on appelle la citadelle de l'Europe, avec l'espace Schengen. Et donc ils ont cette aujourd'hui motivation d'alléger ces formalités pour l'obtention de visas. Donc, je pense que cela va permettre aux intellectuels, aux gens de la culture, qui détiennent la culture, de venir avoir de la matière ici en France. Ce qui pose un problème. Tout ce monde-là qui voulait venir en France se dirige aujourd'hui vers des pays anglo-saxons parce que il y a une certaine facilité d'aller vers ces pays. Alors, Roger, ça fait 30 ans que tu vis en France, donc 30 ans tu as connu beaucoup de chefs d'État français. Peut-on dire aujourd'hui que François Hollande est plus francophone que Nicolas Sarkozy, que François Mitterrand ou Jacques Chirac? Oui, alors on commencera par le président qui vient de partir, Nicolas Sarkozy, qui est un atlantiste, personne ne peut le nier. Un atlantiste, cela veut dire il favorise plus la culture anglo-saxonne. Et bon, nous avons le président
Chirac, qui était en relation permanente avec l'Afrique, a fait un nombre important d'ouvrages pour défendre l'Afrique. Elle a même une association qui permet aujourd'hui de lutter contre le sida, contre de maladies endémiques. Donc ça montre que l'attachement est très important. Alors parlant de Mitterrand, bien sûr, à l'époque de Mitterrand, avec le congrès de Bonn, ça donnait une certaine impulsion à l'Afrique. Notamment les dictateurs ont eu peur. Les dictateurs ont eu peur, malheureusement, comme il disait, je n'allais pas serrer la main des dictateurs. Il s'est fait que la diplomatie demande autre chose. Il a été contraint de mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est le président qui aujourd'hui donne une certaine impulsion. C'est la rupture. Le président François Hollande apporte une certaine innovation dans les relations qui existent entre la France et l'Afrique. Alléger les situations, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité qu'on appelle le principe de gagnant-gagnant. C'est avec ces principes, je pense que nous allons marcher main dans la main avec la France. En tout cas, Roger Bongos, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions les internautes qui nous suivent très nombreux à travers Afrique Rédaction et Réveil FM. Nous sommes bien au Palais de la Découverte, ici à Paris, dans le 7e arrondissement. Et là, la cérémonie continue sur la journée de la francophonie ici à Paris. Bye bye, ciao. Merci.